Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur de gynéco à la faculté de médecine d'Alexandrie, en Égypte, et aujourd'hui je vous parlerai des fibromyomes utérins ou simplement des fibromes. Alors, qu'est-ce que sont que ces fibromes? Les fibromyomes utérins ou fibromes sont des tumeurs bénignes du myomètre. Un fibrome est également appelé léomyome. Elle commence comme des tumeurs bénignes du muscle de l'utérus, c'est-à-dire le myomètre. Alors, quelle est la prévalence? Les fibromes sont présents chez 20 à 50% des femmes âgées de 30 ans ou de plus. Alors, elles sont assez communes et ça dépend de l'étude que vous lisez. La prévalence peut être, comme je dis, entre 20% et 50%. Et quels sont les facteurs de risque? Elles sont plus communes chez les femmes nulliparées ou les femmes de faible parité, c'est-à-dire qui n'ont jamais été enceintes ou qui ont peut-être un enfant. Chez les femmes obèses, il y a parfois une histoire de famille et aussi les fibromes sont plus communs chez les femmes de race africaine. Et enfin, il y a une relation entre les fibromes et l'hyperhystérémie. Elles ne sont pas présentes avant la puberté et cessent d'augmenter de taille après la ménopause, et ensuite on sait qu'elle peut diminuer en taille avec le traitement avec GnRH, et ça peut augmenter en taille si on donne des estrogènes. Quels sont les types de fibromes? Alors, on peut généralement diviser les fibromes en corporels et cervicales. Alors, les fibromes corporels, ce sont les fibromes qui sont présents dans le corps de l'utérus. Et on peut les sous-diviser en sous-séreux, sous-muqueux ou intramuraux. Tant que les fibromes cervicaux, on peut les diviser en cervicaux propres ou sous-cervicaux, et enfin les polypes cervicaux. Et voilà les fibromes corporels, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans le corps de la matrice. Alors, comme je dis, on peut les subdiviser à gauche, on voit un fibrome sous-muqueux. Ensuite, au centre, on a un fibrome intramuraux et à droite, on a un fibrome sous-séreux. Il y a une sous-classification qui a été introduite par le FIGO, la Fédération internationale de gynéco-obstétrique, et ce système nous divise les myomes comme suivant, c'est-à-dire les fibromes sous-muqueux, comme on voit ici. Il y a la classe 0 et 1 et 2, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si c'est un fibrome sous-muqueux pédonculé, on donne ça à la classe 0. Si c'est un fibrome sous-muqueux, mais il y a une partie de moins de 5% qui est toujours intramurale, on fait ça à une classe 1. Donc classe 2 quand la partie intramurale est plus que 50%, égale ou plus que 50%. Ensuite, on a les fibromes intramuraux. 3, 4, comme vous voyez ici, c'est la classe A, c'est que le fibrome est en contact avec l'endomètre et c'est 100% intramural. Mais ça touche l'endomètre. La classe 4, c'est totalement intramural. Ça ne touche pas l'endomètre et ça ne touche pas l'extérieur de l'utérus. Tant que à classe 5, elles sont des fibromes sous-séreux, mais la plus grande partie du fibrome est toujours intramural. Alors, c'est sous-séreux, mais plus que 50%, égal ou plus que 50% intramural. Donc, classe 6, elles sont sous-séreux, mais moins de 50% intramural. Classe 7, c'est totalement sous-séreux, alors c'est pédiculé ou pédonculé. Et ensuite, on a laissé la classe 8 pour les autres types de fibromes, par exemple
les fibromes cervicaux ou parasitaires. Il y a aussi la classe 2, trait d'union 5. C'est quoi? C'est un fibrome qui est en même temps intramural, mais il y a une partie sous-séreuse et une partie sous-muqueuse, comme on voit dans la figure. Et voilà une autre présentation des différents types de fibromes. On a les fibromes sous-muqueux et sous-séreux, et on a aussi les intramuraux. On a aussi à gauche les fibromes qui s'étendent entre les deux parois du ligament large. Et si ça arrive au niveau du col de la matrice, on appelle ça les fibromes sous-deux cervicaux. Et voilà les fibromes corporels et les fibromes cervicaux. Alors, corporel aura les sous-muqueux, sous-séreux, et voilà, au niveau du col, on a les fibromes cervicaux propres, et on a les fibromes cervicaux pédiculés, et ensuite, ce qui n'est pas représenté ici, il y a les sous-deux cervicaux qui s'étendent entre les deux parois du ligament large. Alors voilà, les fibromes corporels et cervicaux. Et comme je viens de dire, corporels, ça se divise en sous-séreux, sous-muqueux et intramuraux. Les fibromes cervicaux en cervical propre ou sous-cervical entre les deux parois du ligament large, et ensuite les polypes cervicaux, comme je viens de dire. Alors, quelle est la pathologie des fibromes? Voilà, les fibromes, ce sont des structures nodulaires qui peuvent être ovales ou arrondies, comme on voit ici dans ces photos. Elle peut être un simple fibrome ou peut-être des fibromes multiples. Elles sont fermes dans la cohérence, et l'apparence est aussi verticillée quand on fait la coupe. Et en taille, je viens de dire, elles sont de taille minuscule, des minuscules plans à une grosse masse abdominale. Et quelle est la pathogénèse des fibromes? Alors maintenant, on pense que ça commence d'une cellule souche myométriale qui se transforme en cellule souche fibroïde. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une aberration génétique, il y a des gènes qui jouent un rôle dans cette transformation. Ensuite, entre cellules souches fibroïdes qui se transforment alors en cellules de fibrome utérin, ou qu'on appelle parfois le léomyome, il y a une prolifération qui a lieu, une angiogenèse et aussi un dépôt de la masse extracellulaire. Et voilà, et tout ça, ça arrive sous l'effet des stéroïdes gonadiques, c'est-à-dire les estrogènes et les progestatifs, et les facteurs de grossesse, de croissance, comme le transforming growth factor beta, insulin-like growth factor 1 et 2, et aussi il y a le GF, il y a d'autres, les caténines et tout ça, et ensuite l'hypoxie aussi joue un rôle dans cette transformation. Alors, quelle est la présentation clinique? Comment est-ce que cette femme se présente? D'abord, une femme avec un fibrome peut n'avoir aucun symptôme. Elle est asymptomatique, et on découvre qu'elle a un fibrome parce qu'on a fait un examen ou une échographie pour autre chose. Mais aussi, on n'a pas à avoir un saignement, c'est-à-dire que les cycles menstruels sont abondants. On peut avoir une douleur, en particulier s'il y a une dégénérescence rouge. La femme peut venir avec une présentation d'infertilité ou subfertilité. Alors on découvre qu'il y a un fibrome qui peut jouer un rôle dans sa subfertilité. Elle peut présenter avec une leucorrhée, en particulier si ces fibromes, ce sont des fibromes fibroïdes sous-muqueux, et cette leucorrhée est normalement une sécrétion transparente.
La femme peut avoir des symptômes de pression si le fibrome presse sur la vessie, sur l'urétère ou le rectum. Et enfin, elle peut venir à présenter avec une masse abdominale, avec rien d'autre comme symptôme. Et comme je viens de dire, il y a peut-être dans quelques femmes, pas dans toutes les femmes, dans quelques femmes, on peut avoir une relation entre l'infertilité et les fibromes. Et comment ça se passe? Parce que déjà on a dit que toutes ces femmes ont une hyperestrogenemi, c'est-à-dire les estrogènes sont élevés, alors ça se traduit à une diminution des progestérones, alors c'est-à-dire qu'il y a un trouble ovulatoire et que ces femmes peuvent seulement avoir besoin d'une stimulation ovarienne. Le fibrome aussi peut produire une occlusion tubaire mécanique. Bien sûr, c'est rare que cette occlusion prend lieu à droite et à gauche, mais parfois ça se passe s'il y a un grand fibrome, par exemple, dans le fond de la matrice. Et ensuite, il y a un changement, bien sûr, sur l'endomètre, et alors ça peut faire une prévention de l'implantation si le fibrome et en particulier est un fibrome sous-muqueux quand on voit comme on peut voir dans cette présentation schématique. Alors comment on fait le diagnostic? Ça commence toujours par une touche vaginale qu'on doit vraiment appeler un examen bimanuel parce que ce n'est pas une main seulement, ce sont deux mains pour essayer de compresser l'utérus entre les deux mains et voir exactement quelle est la taille de cette matrice, de cet utérus. Et ensuite, on fait un bilan qui se compose des examens au laboratoire, une échographie abdominale ou vaginale, ou les deux, une sonohystérographie parfois, hystérosalpingiographie parfois. On a parfois besoin de faire un IRM ou une hystéroscopie ou une laparoscopie. Voyons. Alors, au niveau du laboratoire, c'est très important de faire une numération de formules sanguinaires pour voir si la femme a une anémie, c'est-à-dire voir l'hémoglobine et ensuite voir le type d'anémie si elle est une. Ensuite, on a toujours besoin de faire une échographie. Ça peut être une échographie abdominale ou vaginale. Ici, on voit une échographie abdominale. Et ce qu'on peut voir avec cette échographie abdominale, c'est comme vous voyez l'utérus à gauche et ensuite le fibrome, comme on le voit à droite de cette photo. Une échographie vaginale nous donne une photo plus précise, parfois, normalement, et voilà, un fibrome, une échographie vaginale montrant l'utérus à droite et ensuite le fibrome à gauche, comme vous le voyez. Si on suspecte des polypus intra-utérins, alors parfois on a besoin de faire une sonohystérographie, c'est-à-dire faire une injection d'un milieu qui est sonotranslucent, c'est-à-dire qui est pour nous donner ce contraste entre le fluide qui est dans la cavité utérine, comme on le voit ici, et ensuite on peut voir ces trois polypus utérins. L'échographie à 3D ou 4D peut aussi nous montrer les fibromes d'une façon plus précise, comme on le voit ici, dans cette photo de échographie à 4 dimensions ou 3 dimensions. Et voilà un polype qu'on peut voir ici avec cette échographie 3D ou 4D. C'est toujours une bonne idée de faire une étude de Doppler avec notre fibrome pour voir s'il y a une augmentation de circulation. Le changement cancéreux, c'est-à-dire la transformation en sarcome, est très rare,
mais toujours c'est une possibilité qu'on doit avoir dans notre cerveau. Et voilà une étude de Doppler qui nous montre une augmentation anormale de la circulation de la matrice. Et alors, comme je viens de dire, c'est très rare d'avoir un sarcome de l'utérus, mais c'est quelque chose toujours à se rappeler. On doit toujours aussi faire une mesure de l'épaisseur de l'endomètre, en particulier chez les femmes qui ont un saignement utérin. Parfois aussi, on a besoin de faire une hystérosalpingographie pour voir, par exemple, s'il y a un fibrome sous-muqueux qui est la base de saignement que la femme se présente avec, ou s'il y a une infertilité, par exemple, pour voir si on a une obstruction de la trompe de Fallope, comme on voit à droite. Et parfois, si on suspecte un fibrome sous-muqueux, on fait une hystéroscopie et en même temps, on peut faire une petite opération pour enlever ce fibrome sous-muqueux. Parfois, on fait une cilioscopie pour voir si le fibrome nous présente n'importe quelle complication. L'IRM aussi nous donne une image plus précise, comme vous le voyez ici. Par exemple, à gauche, il y a un fibrome sous-séreux, mais la cavité de l'utérus est normale. Mais tant qu'à droite, le fibrome est sous-muqueux et ça fait une compression de la cavité de l'utérus. Et alors, quand on fait un examen clinique, on ne peut pas vraiment voir la différence entre ces deux. Alors, parfois, on a besoin de faire cet IRM, en particulier si on va faire une myomectomie, par exemple, et on veut garder l'utérus en bonne santé pour permettre une grossesse dans le futur. Il y a des complications possibles, bien sûr. La première, c'est l'anémie, comme on a dit, due au saignement menstruel abondant. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la dégénération rouge. Et ça, c'est dû à une congestion généralement qui prend lieu normalement dans le trimestre moyen de la grossesse, qui entraîne une douleur et une sensibilité locale, et ensuite la fièvre et une leucocytose. Et c'est une femme qui est enceinte, qui vient avec des douleurs, et c'est important de se rappeler de cette condition. Il y a aussi une dégénérance hyaline c'est un apport sanguin suffisant qui conduit à cette dégénérance qui est normalement kystique. Torsion aussi peut prendre lieu pendant la grossesse et en particulier pendant le trimestre moyen de la grossesse et en particulier si c'est un fibrome sous-séreux pédiculé. Ensuite, la calcification aussi peut prendre lieu, mais ça, normalement, c'est découvert accidentellement par l'échographie ou les rayons X, la radiographie. Et enfin, comme j'ai dit, le changement malin qui est très rare. Alors, quel est le traitement des fibromes? D'abord, s'il n'y a pas de symptômes, alors il n'y a pas besoin de traitement. Seulement on assure la femme, la patiente, que ce fibrome qui ne donne pas de symptômes, il n'y a pas de nécessité de faire un traitement. Ensuite, il y a le traitement médical, il y a des thérapies invasives minimales, et ensuite il y a le traitement chirurgical ou bien un traitement conservateur ou bien un traitement définitif. Alors, quels sont les traitements médicaux des fibromes? D'abord, on traite les saignements avec l'acide tranexamique ou les anti-inflammatoires non stéroïdiennes. Ensuite, il y a le traitement de l'anémie avec la supplémentation en fer qui peut être
rendu par voie orale ou par voie parenterale, ou parfois on a besoin de faire une transfusion sanguine, par exemple si la femme va subir une opération, alors une myomectomie ou une hystérectomie, on ne peut pas faire une opération à une femme qui a une anémie assez dangereuse, alors on fait la transfusion sanguine ou bien des globules rouges emballés. Et ensuite on a les traitements de l'hyperstérinémie. Comme je dis, on peut utiliser les progestatifs ou les agonistes de la GnRH, ou enfin il y a aussi l'acétate d'ulipristal qui est toujours sous étude parce que on a peur que ce traitement peut faire une infection hépatique. Alors voilà les traitements médicaux des fibromes qui normalement sont réservés aux fibromes intramuraux parce que, comme on sait, les fibromes sous-muqueux ont besoin d'être resectés par hystéroscopie ou par une dilatation et curetage. Et ensuite, les fibromes sous-séreux, normalement, ils n'ont pas de symptômes. Alors, normalement, on n'a pas besoin de traitement. Et, alors, pour les fibromes intramuraux, en particulier si on a des saignements, on a la progestérone, les progestatifs qui peuvent être administrés par voie orale ou par injection intramusculaire. Et il y a aussi les dispositifs intra-utérins qui contiennent une forme de progestérone. Normalement, ce sont le levogestrel. Ensuite, les contraceptifs oraux qui contiennent bien sûr une abondance de progestérone, ou malgré qu'ils contiennent une petite dose d'estrogène. Alors, ce qui est important ici, qu'ils sont moins coûteux parce que dans plusieurs pays, ils sont subsidiés par les gouvernements. Ensuite, on a les agonistes de la GnRH à action prolongée. C'est une injection qu'on donne chaque mois ou chaque 3 semaines, par exemple, et qui diminue l'estrogène. Et comme on sait, les fibromes dépendent de l'estrogène, alors ça entraîne une diminution des saignements. Ensuite, on a l'acétate. Et aussi, les GnRH peuvent diminuer la taille du fibrome. Et enfin, on a les acétates d'ulipristal, qui est un modulateur sélectif des récepteurs de la progestérone. Et comme je viens de dire, il y a une question sur leur toxicité hépatique. Alors, on les a arrêtés dans certains pays. Ensuite, on les réintroduit, mais il y a toujours cette question qu'on doit garder dans notre pensée, parce que ce traitement d'ulipristal peut entraîner une diminution de la taille du fibrome. Ensuite, nous avons la ligne de thérapie mini-invasive pour les fibromes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la dilatation et curettage, par exemple, pour arrêter un saignement. C'est quelque chose qu'on fait comme par urgence. Par exemple, une femme qui a beaucoup de saignement, on veut arrêter ce saignement et on fait ça. Par exemple, parfois on trouve un polypus, alors on peut enlever ce polypus et peut-être ça peut arrêter ce saignement. Mais ce qui est plus précis, c'est de faire la polypectomie avec l'hystéroscope. Alors, c'est une polypectomie hystéroscopique qui est réservée aux femmes qui ont des polypus intra-utérins, c'est-à-dire des fibromes sous-muqueux. Ensuite, on a l'embolisation de l'artère utérine. Et enfin, on a la myolyse par échographie focalisée de haute intensité et qui est guidée par l'IRM. Et voilà, la dilatation et le curetage, quels sont les avantages? C'est une opération mineure qui nécessite des compétences minimales et en même temps on peut faire une biopsie de l'endomètre. Ça a un effet temporaire, comme je viens de dire,
il y a toujours risque de perforation si on n'a pas assez d'expérience. Mais si on a l'expérience, bien sûr, c'est plus spécifique de faire la polypectomie avec l'hystéroscope, comme on le voit dans cette photo. Ensuite, comme j'ai dit, il y a l'embolisation de l'artère utérine, c'est-à-dire une injection des particules de polyvinyle selon un cathéter qui est introduit selon l'artère fémorale, et ensuite on guide ça par la radiographie jusqu'on aboutit à l'artère utérine ou l'artère utérine, comme on le voit ici, et ensuite on fait l'injection des particules des polyvinyles. Alors on fait une obstruction de la circulation sanguine qui nourrit le fibrome, ce qui doit entraîner une diminution de la taille de cette fibrome. Et ensuite, on a la myolyse par ultrason focalisé qui est dirigée par l'IRM. Et comme vous le voyez ici, la femme s'étend sur le lit de traitement et le transducteur passe ces rayons de ultrason qui sont assez d'une fréquence très haute et qui ont de but de détruire le tumeur ou le fibrome, et ça c'est dirigé par l'IMR. Et ensuite, on a les traitements chirurgicaux. Alors, comme je viens de dire, il y a le traitement conservateur, il y a le traitement définitif. Conservateur, c'est-à-dire une femme qui veut préserver sa fertilité. Elle veut devenir enceinte dans le futur, ou peut-être elle n'a pas d'enfant du tout. Alors, ce qu'on fait, c'est une myomectomie, c'est-à-dire qu'on enlève le fibrome et on garde l'utérus. Et ça peut être fait par laparotomie ou bien par le cilioscope. Et ensuite, on a le traitement définitif, c'est-à-dire une femme qui a complété sa famille, elle n'a pas besoin d'enfants en plus. Alors, dans ce cas, on fait une hystérectomie. Et cette hystérectomie peut être faite selon l'abdomen, avec une hystérectomie abdominale ouverte, c'est-à-dire laparotomie, ou bien ça peut être fait par cilioscopique, c'est-à-dire une hystérectomie laparoscopique ou cilioscopique, ou bien une hystérectomie vaginale assistée par la laparoscopie, ou bien enfin ça peut même être fait avec une chirurgie robotique. Et voilà la myomectomie, c'est-à-dire, comme je viens de dire, c'est pour réserver la fertilité au futur. Elle peut être faite, elle est normalement une opération sanglante, alors on doit utiliser des garrots et ensuite de la vasopressine et préparer du sang. C'est bien de faire ça parce que l'opération peut être assez sanglante. Aussi, on fait nos incisions normalement sur la paroi antérieure pour minimiser les adhérences postérieures autour des trompes de Fallope qui peuvent entraîner une stérilité, parce que normalement on fait cette opération pour une femme qui veut devenir enceinte dans le futur. Et ensuite, comme je dis, ça peut être réalisé par laparotomie ouverte ou par la célioscopie, et ça nécessite généralement une hystérectomie plus tard dans la vie, parce que normalement c'est pas un seul fibrome, il y a normalement beaucoup de fibromes, alors on enlève les grands et on garde les petits, on laisse les petits. Dans le futur, les petits deviennent grands et peuvent entraîner saignement dans le futur. Alors la plupart des femmes qui ont une myomectomie quand elles sont jeunes, normalement elles ont besoin d'une hystérectomie dans le futur. Et ensuite, nous avons l'hystérectomie, qui est peut-être une hystérectomie partielle, c'est-à-dire qu'on enlève le col de la matrice et on garde le col. Mais si c'est une hystérectomie totale, c'est-à-dire on enlève le col de la matrice avec le col. Et ça peut être avec ou sans une salpingo-ovarectomie, qui peut être unilatérale ou bien bilatérale. Et voilà une hystérectomie qui est faite selon le cilioscope, comme vous le voyez,
dans la figure A, le chirurgien est en train de couper l'ovaire gauche, le trompe de Fallope gauche et ensuite le ligament rond. Et ensuite, en C, il fait la même chose à droite et ensuite il coupe ça dans la photo D. Et aussi, on peut faire l'hystérectomie selon le vagin, mais dans ce cas, dans le cas d'un fibrome, normalement l'utérus est grand, alors on ne peut pas normalement le faire simplement par voie vaginale, mais si c'est un petit fibrome et le chirurgien peut penser qu'on peut faire ça selon le vagin, alors on peut toujours faire une hystérectomie vaginale. Et comme je viens de dire, on peut faire aussi l'hystérectomie par chirurgie robotique. Et enfin, je voudrais vous rappeler que cette présentation doit être vue en association avec une autre présentation sur les causes et le traitement des saignements utérins anormaux selon la classification du FIGO, il y a une de ces causes, bien sûr, ce sont les fibromes ou les myomes. Avec ça, je termine cette présentation et je voudrais vous remercier pour votre attention.